En 1981, naît le Groupement des importateurs antillais, ou GIA, créé par Bernard Fabre et qui, aujourd'hui, 45 ans après, reste toujours un acteur essentiel dans la vie économique des Antilles françaises. La volonté de Bernard pour créer le GIA était de fédérer plusieurs groupes, guadeloupéens et martiniquais, car effectivement, à l'époque, la prédominance de la CGM et des transitaires, parce qu'il faut savoir que c'était un marché de transitaires, faisait que les conditions n'étaient pas faciles. Plus de ça, nous avons eu plusieurs compagnies dites outsiders, c'est-à-dire des compagnies un peu fantômes, qui venaient nous faire des propositions de fret très alléchantes, mais dont la durée de vie parfois n'excédait pas 6 mois. Donc c'était dangereux pour nous importateurs de confier notre fret à ce genre de compagnie. Dans ce contexte où la CGM avait confié ses relations commerciales aux transitaires qui avaient des marges très excessives à l'époque, a fait que Bernard a été motivé pour créer ce groupement qui a été fondé donc en 1981. La première chose qui me vient à l'esprit à l'époque de la création du GIA, ces entrepreneurs martiniquais et guadeloupéens, des grands hommes d'affaires, M. Haudebert, M. Viviès, M. Barboteau pour la Guadeloupe, je ne connais pas tous les Guadeloupéens, mais en Martinique, les Cotterelles, les Berthet, les Villot, des familles importantes du négoce et du commerce, des gens de grande qualité, et qui surtout avaient, à leur époque, étaient visionnaires. Ils ont compris avant tout le monde que la mondialisation allait se développer, les grandes entreprises allaient se constituer, que ce soit dans le transit maritime ou même des entreprises régionales qui allaient se développer. Donc chacun d'entre eux était trop petit pour faire face aux enjeux et au poids économique dans les négociations pour obtenir des tarifs. Donc ils ont compris avant tout le monde qu'il fallait très vite se regrouper pour pouvoir constituer un groupe suffisamment important pour négocier le tarif de fret et pour permettre la pérennité de leur entreprise. Donc Bernard a eu l'idée de fédérer des petites entreprises et des moyennes pour négocier avec la conférence, puisque le fret était régi par la conférence à l'époque, dans laquelle étaient la CMA-CGM, Delmas et la compagnie mixte. Il n'était pas question pour le GIA de négocier du fret, il était question de négocier des ristournes sur le fret pour permettre de pallier à cet écart de traitement. À la demande de l'Europe, parce que l'Europe a considéré que les conférences, parce qu'il n'y avait pas que la conférence Antilles, il y avait des conférences dans tout le monde, il y en avait peut-être une dizaine, et l'Europe a considéré que la conférence était plus un facteur anticoncurrentiel que concurrentiel. Donc l'Europe a demandé de dissoudre ces conférences, ce qui fait que le GIA s'est retrouvé à négocier directement avec les compagnies. Et aujourd'hui, ce contrat du GIA perdure avec les compagnies Marfret et CMA-CGM. J'ai été dans les années 90 président de la commission de transport du MEDEF et à ce titre, non pas à ce titre, mais en tout cas c'était complémentaire de mes activités, je m'étais déjà intéressé au GIA et justement compte tenu de mes relations avec Bernard, j'avais accepté des postes de contrôleur de gestion. Ensuite j'ai été président du GIA au moins 7 ou 8 ans. J'ai passé le relais à Denis de Gentil. Et en 2022, les membres m'ont demandé de reprendre la présidence. Mais j'ai accepté avec la condition de créer un COMEX, c'est-à-dire de ne pas supporter seul le poids du GIA, et de m'entourer de 2 Guadeloupéens et de 3 Martiniquais, ce qui permet d'avoir une vision plus large de cette activité et surtout d'avoir des objectifs
très précis. Nous avons décidé avec le COMEX d'embaucher un secrétaire général, en la personne de Jean-Claude Florentini, qui est l'ancien président des transitaires de la Martinique, avec lequel je mène aujourd'hui les débats. On essaie de nous impliquer fortement dans la vie quotidienne de nos membres et de leurs difficultés face à, aujourd'hui, leurs difficultés d'importation. Le fonctionnement actuel donc, est basé avec ce COMEX, mais j'ai deux collaborateurs qui sont donc Jean-Claude Florentini et Viviane Lafosse-Marin, en qui j'ai une totale confiance. Ils mènent les activités du GIA, les relances, les actions, les diverses actions avec les relations avec les compagnies. Et je remercie donc Viviane et Jean-Claude pour leur implication et l'effort qu'ils font pour mener à bien cette mission. Alors mon rôle, c'est de faire le lien entre l'opération, entre l'administratif et les membres. Donc c'est-à-dire que mon rôle est double, voire triple. C'est un rôle à la fois d'interface entre les membres, quérir leurs demandes éventuelles, et puis faire du lien entre le GIA, entre les compagnies maritimes, c'est-à-dire entre tous les acteurs qui sont dans la chaîne justement de décision. C'est être en aide, être en support à la fois technique, opérationnel. On intervient à la fois pour les questions douanières, pour des questions portuaires, des questions économiques aussi. C'est une veille permanente auprès à la fois des membres, mais auprès justement des acteurs et des acteurs économiques. C'est un groupement certainement un des plus anciens, qui est très discret, et c'est justement sa discrétion aussi qui fait sa force. C'est un groupement professionnel qui n'a pas vocation non plus à être médiatisé, mais qui fait un travail justement de fond auprès de ses membres, auprès des compagnies maritimes. Alors l'équipe du GIA est très soudée. C'est une équipe qui est vraiment opérationnelle, avec une responsable, Viviane Lafosse-Marin, qui est aux manettes, puisque c'est elle qui gère tous les aspects justement administratifs et comptables, donc vraiment un élément central du dispositif et du groupement. Et nous avons mis en place également une newsletter qui sort une fois par trimestre et qui reprend justement à la fois les activités du GIA, qui reprend tous les aspects donc du commerce et des transports internationaux. Donc il y a un volet à la fois international, national et local et régional. En début de semaine, les actionnaires de la CEMAG, la compagnie maritime des Antilles-Guyane, une société créée en vue de cette reprise, se sont retrouvés à Pointe-à-Pitre. Des décisions importantes ont été prises. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité Bernard Fabre, le président de la CEMAG. La privatisation de la CGM fait que n'importe qui peut se présenter et enlever le morceau. Donc la détermination des milieux guyanais, martiniquais et guadeloupéens est vraiment de reprendre notre trafic, qui est finalement notre fonds de commerce au niveau du maritime. En 1996, le gouvernement de Jacques Chirac a décidé de privatiser la CGR, qui était une entreprise qui perdait beaucoup d'argent, mais qui desservait les Antilles. Donc Bernard, avec un certain nombre d'importateurs, ont décidé de créer une compagnie qui s'appelle la CMAG, Compagnie Maritime Antilles-Guyane, dans le but de reprendre le contrôle de l'approvisionnement du fret antillais. Il se trouve que lorsque nous avons commencé à négocier avec eux, M. Bernard Ponce, qui était à l'époque ministre des Dom-Tom, nous a annoncé qu'il était hors de question de vendre la CGM par appartement, c'est-à-dire qu'il fallait tout prendre ou rien prendre. Nous avons d'abord fait l'étude, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas notre métier de faire de l'armement, et nous avons finalement opté pour soutenir le projet de Jacques Saadé, qui en contrepartie de cette action a reconnu en nous que nous étions décisionnaires et a mis en place plusieurs choses. La première, c'est qu'il a mis dans son conseil d'administration, il a nommé 7 membres antillo-guyanais, 3 pour la Martinique, 3 pour la Guadeloupe et 1 pour la Guyane, dont Bernard Fabre, qui a assisté à tous ces conseils d'administration et a défendu becs et ongles
l'intérêt des importateurs antillais. C'est avec une grande fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom du groupe CMA-CGM pour célébrer les 45 ans du groupement des importateurs antillais, le GIA. Cet anniversaire représente bien plus qu'une étape symbolique. Il illustre 45 années d'engagement, de confiance, de coopération exemplaire entre nos équipes et les acteurs économiques des Antilles. Depuis toujours, le GIA joue un rôle central dans la vitalité économique des territoires antillais, en soutenant le commerce, en garantissant la continuité d'approvisionnement et en défendant les intérêts des importateurs au service de la population. La mission était la suivante, c'est de définir le paysage maritime à cette époque-là, de rencontrer le maximum d'adhérents du GIA et de les questionner sur ce qu'ils souhaiteraient. D'abord continuer le GIA, le modifier, dans quel sens, etc. Et de faire moi ensuite mes recommandations qui n'engageaient que moi. À eux-mêmes, les décideurs qui étaient Pierrot Noirtin, Patrick Fabre et puis Denis Gentil, de tirer les conclusions qu'ils estimaient utiles. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs en réunissant leur conseil d'administration. Donc je leur ai fait une analyse technique des dessertes maritimes. J'ai rencontré donc physiquement 30 personnes, 15 en Martinique, 15 en Guadeloupe. Et je veux dire que ça a été passionnant. Et je vais plus loin. J'aurais dû faire ça 20 ans avant, quand j'étais directeur au président. Et tous les directeurs au président devraient vraiment rencontrer tous leurs clients autant que faire se peut en prenant leurs fonctions. Ça serait certainement très enrichissant. Quand j'ai été, moi, du côté des armateurs, j'y étais très favorable, considérant que c'était aussi l'intérêt des armateurs de permettre à des petits et moyens clients, en se regroupant, de pouvoir rester dans le marché par rapport à la concentration de gros importateurs. Je considérais qu'en tant qu'armateur, et comme surtout CGM, que tous ces petits et moyens clients ne soient pas écartés du marché par des prix défiant toute concurrence pour les plus gros. Donc j'y étais très favorable, j'allais dire philosophiquement, et dans l'intérêt d'ailleurs de notre entreprise. Une des questions qui m'était posée dans le cadre de mon rapport, c'est faut-il continuer et si oui, comment? J'ai vivement, avec une conviction profonde, recommandé de continuer, ne serait-ce que pour une chose. C'était quasiment, à l'époque, le seul domaine d'union concrète dans le domaine économique entre la Martinique et la Guadeloupe. J'étais responsable des deux dans mes fonctions et j'ai toujours regretté cette concurrence ou défiance excessive entre les deux îles pour plein de raisons. Et le GIA était un endroit où les patrons qui avaient les mêmes métiers dans les deux îles et qui souvent étaient concurrents, se rencontraient, discutaient, pouvaient parler. Donc rien que pour ça, j'y étais très favorable. J'ai donc recommandé de continuer. Et ça a été suivi, et je suis heureux de constater que, 13 ans après, ça continue à marcher, ce qui est quand même bon signe. Et on était à l'époque deux armateurs principaux, Marfret et CMA-CGM, qui étions concurrents, même si on partageait les mêmes navires, mais on était concurrents commercialement. Et je sais que Raymond Vidil, qui est devenu un ami, avait les mêmes convictions et a soutenu la même attitude en tant que co-armateur. Et une des premières personnes que j'ai rencontrées dans mes démarches commerciales pour expliquer notre projet, ce sont les importateurs, bien sûr, et parmi eux, Bernard Fabre. La desserte des Antilles, de l'insularité, c'est un enjeu considérable dans le maritime. Le danger étant une destination stratégique, mais pas si importante en volume, de convaincre les compagnies maritimes d'avoir le meilleur service. Le meilleur service dans le maritime, c'est service hebdomadaire, en direct et compétitif. Et chacun aurait pu en rester à une relation client-fournisseur individuelle, mais M. Fabre a eu l'intuition qu'il fallait une démarche aussi collective, de rassembler les importateurs
tous ceux qui s'intéressaient à la maîtrise du coût du transport, mais pas que, de l'ensemble de la logistique, de comprendre ces mécanismes du maritime, des problématiques portuaires, de l'efficacité de la rupture de charge. Et ça a été un démarrage presque concomitant. Moi, je démarrais la ligne en 81. Le GIA se créait en 81. Le futur du GIA, il a été transmis à son président actuel, Pierre Noirtin. Les enjeux sont de nouveau sur la table. Le transport maritime se massifie. Les stratégies de volume s'imposent au monde. Aux Antilles, on doit rester convaincant pour continuer à être desservi en direct. Et je pense que le GIA a contribué à ce que les autorités portuaires améliorent encore les terminaux de la Guadeloupe, de la Martinique. Là, c'est sous vos yeux. Il faut continuer à s'adapter. Et longue vie à ce groupement du GIA dont l'intuition n'a pas été que de se regrouper pour s'adresser aux compagnies maritimes, c'est de l'avoir fait en réunissant les importateurs de Guadeloupe et de Martinique. Aujourd'hui, c'est une évidence, ça n'était pas au moment de la création. Vous me demandez les qualités de mon père. Sachez que dans la famille, on ne fait jamais de compliments, entre hommes. C'était une règle. Et il y a beaucoup de pudeur entre nous, mon père, mes frères et moi. Je l'entends me dire « arrête ton cinéma », c'était son style et sa façon de parler. Je pense qu'il était passionné d'abord par le fret maritime et il a développé une réelle expertise, c'était important pour les négociations et les enjeux. Je pense qu'il était d'un caractère courageux et des combats, ça le mobilisait, ça le motivait et il en a pris avec les équipes et les membres. Et je pense qu'aussi son intégrité et la confiance qu'il a pu créer autour, en Martinique et en Guadeloupe, a été un élément essentiel pour l'unité du GIA et le parcours qui a été réalisé. J'ai une profonde reconnaissance pour Bernard et un immense respect. C'est un homme de vision et aujourd'hui, bien heureusement, j'ai la joie de pouvoir travailler avec ses fils, Patrick et Bruno, qui sont là pour perdurer l'image de leur père au sein du GIA. Le GIA a été fondé par une équipe et mon père a été le premier président. Puis après, il y a eu Alain Mess, qui a mené des actions importantes, et Denis Gentil, qui a été président pendant de nombreuses années, et bien sûr, Pierre Noirtin, qui a fait un travail en tant que vice-président et comme président remarquable les 20 dernières années. Et moi, j'ai été très honoré, réellement, et c'était un privilège pour moi de travailler dans son équipe. J'ai beaucoup appris à ses côtés, sa loyauté, sa capacité de négociation. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'apprendre avec lui pendant ces nombreuses années. Pour l'avenir, d'abord, je voudrais souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe et au nouveau président. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de succès. Mais vous rappelez qu'on a un bel héritage. C'est 45 ans et ce chemin parcouru, le GIA a fait quelque chose de très innovant, a aidé beaucoup d'entreprises, a permis à beaucoup de PME d'avoir des conditions et des tarifs qu'ils n'auraient pas obtenus seuls. Et cet héritage, je pense, nous oblige tous. Moi, je pense qu'il faut garder fondamentalement l'unité, l'intérêt général, c'était les valeurs fondatrices du GIA, et qu'il y aura bien sûr des succès, même quelquefois des difficultés, que le GIA en a connues. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler des valeurs fondamentales qui ont été le creuset de ce groupement. Donc je souhaite bonne chance, bon vent à cette belle équipe, et je pense que dans l'unité, on franchira beaucoup d'étapes. En ce 45e anniversaire, je souhaite adresser à l'ensemble du GIA mes remerciements les plus sincères pour votre constance, votre vision et votre confiance, qui font la force de ce partenariat unique. Au nom de Rodolphe Saadé et de l'ensemble des collaborateurs du groupe CMA-CGM, je vous présente nos félicitations les plus chaleureuses. Continuons ensemble à faire rayonner les Antilles et à renforcer leur place dans le grand réseau maritime mondial.